y a quelques années, avec des collègues sociologues, notamment spécialistes de sociologie urbaine et des questions de gentrification, on avait publié un bouquin collectif qui s'intitulait « Les bobos n'existent pas ». Donc là, l'illusion du vote bobo, c'est quelque La part continuité, quoi. une forme de continuité. Donc effectivement, il y avait un agacement par rapport à cette catégorie qui nous semble faire obstacle en fait à un certain nombre de la compréhension des logiques sociales, urbaines, qui travaillent les mondes urbains. Donc une catégorie dont on ne va pas revenir ici sur l'inconséquence. Mais c'est aussi, c'était la deuxième modalité de la question, si j'ose dire, c'est aussi, oui, un agacement sur les formes de délégitimation qui sont associées aux valeurs supposées, aux valeurs progressistes qui sont celles de ces bobos, entre guillemets, qui n'existent pas. La question de l'attention aux questions d'environnement, des formes de pacifisme, dont l'actualité nous rappelle aussi peut-être l'importance, les luttes féministes, de soutien aux étrangers ou aux groupes immigrés, etc. Et puis, là où cette catégorie est problématique, c'est aussi qu'elle revient à présenter ces enjeux-là comme des enjeux qui seraient ceux d'une élite coupée de la société, puis elle revient aussi en creux à présenter les classes populaires comme nécessairement, globalement réactionnaires face à ces enjeux, ce que toute une série de travaux montrent que ce n'est pas le cas. Alors, on ne va pas revenir sur tous vos résultats, mais il y en a un en particulier qui m'a intéressé, puisqu'il est lié à l'actuel président de la République, qui cherche à se faire réélire. On enregistre cette émission un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et vous proposez une analyse du vote Macron qui va à l'encontre de certaines analyses qui mettaient en avant plutôt son absence de relief sociologique. Ou alors on disait « Ah, mais c'est plus des gens optimistes qui ont voté pour lui plutôt que pessimistes ». Et si je vous suis, votre analyse que vous décrivez comme socio-géographique, elle réhabilite quand même l'idée que, bah oui, en fait, il y a une nature de classe dans le vote Macron. Est-ce que j'ai bien compris ? Vous avez complètement compris, effectivement. La première chose, d'abord, c'est que l'analyse à laquelle vous faites allusion dans le premier chapitre, elle permet de situer politiquement le vote Macron, notamment en regardant, parce qu'on sait que voilà, l'offre politique française a été très bousculée par l'arrivée de La République En Marche en 2017. Et du coup, j'ai essayé de regarder ces bureaux de vote où les scores de Macron étaient les plus élevés à l'élection présidentielle précédente, celle de 2012. Quel type de vote on est enregistré ? Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que le vote Macron, il est dès le départ, dès 2017 et son élection, très lié à la géographie électorale antérieure de François Bayrou, donc une offre électorale qu'on peut situer au centre droit. Donc le vote Macron, c'est un vote qui s'inscrit dans l'espace électoral du centre droit. Et puis sociologiquement, pour répondre à votre question initiale, effectivement, c'est celui qui enregistre la plus forte corrélation, c'est-à-dire la plus forte relation statistique avec la présence des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Donc effectivement, on peut réintroduire une dimension de vote de classe et même, je dirais, de fraction de classe. L'analyse de la deuxième partie, qui s'intéresse au cas de Nantes et pour lequel j'ai pu accéder aux données des catégories socio-professionnelles dans une approche plus fine, montre que ce sont surtout les cadres et les ingénieurs des entreprises, donc les fractions hautes des cadres et plutôt liées au secteur privé, dans lesquels on retrouve le plus les bureaux de vote où ils habitent et où on retrouve les votes pour Macron. On retrouve aussi ce vote Macron de manière très forte dans des bureaux de vote qui sont assez jeunes ou d'âge intermédiaire dans les hiérarchies démographiques, plutôt 25-39 ans ou un peu plus, et puis surtout des individus très diplômés. Cette place dans les hiérarchies culturelles, elle est en elle-même très liée à la place dans les hiérarchies professionnelles. Et le diplôme peut-être plus que le patrimoine, parce que est-ce que c'est pas justement le patrimoine qui fait, ou l'âge peut-être, qui fait la différence avec Fillon à cette époque ? Si, tout à fait. Alors, sur le patrimoine, je ne répondrai pas parce que je n'ai pas de matériaux empiriques qui permettent de le dire. Néanmoins, ce que vous dites à l'intérieur de l'espace des droites, on pourrait dire, entre ce centre droit incarné en 2017 par Emmanuel Macron et la droite, dans ses fractions, son approche, on va dire, la plus traditionnelle, telle que François Fillon l'incarnait, c'est bien des différences de ce type-là, beaucoup plus de propriétaires de leur logement, des gens plus âgés dans les bureaux de vote où François Fillon recueille ses meilleurs scores. Également des gens qui sont plus proches du monde des gros indépendants plutôt que des cadres. Donc on voit qu'il y a ce qui semble être des petites distances sociales ou qu'on n'arrive pas à saisir avec les catégories qui sont d'ordinaire mobilisées, que l'approche fine et surtout multidimensionnelle que j'essaye de proposer permet d'approcher. Au moment des élections européennes, c'était en 2019, certains ont utilisé le cas de Paris où on voyait le vote de l'Ouest parisien assez massif pour la majorité présidentielle. On dit, ah ben voilà, Macron qui a récolté quand même pas mal de voix qui venaient de la gauche, en tout cas de François Hollande de 2012. Finalement, son électorat est en train de se droitiser, il est en train d'absorber l'électorat conservateur, traditionnel
des Républicains. Est-ce que pour vous, c'était dû ou c'était observable pour une élection intermédiaire et il reste à voir ce qu'on va en observer là cette année, ou est-ce que vous y voyez quand même une tendance qui, a priori, devrait se confirmer ? Effectivement, quand on regarde la place qu'occupait dans cet espace électoral Emmanuel Macron en 2017, c'est un espace central, plutôt vers le centre droit. J'ai documenté de la même manière dans le dernier chapitre de l'ouvrage, qui porte là, à partir du cas nantais, exactement les mêmes dynamiques. C'est-à-dire que quand on observe le positionnement dans cet espace électoral de Macron en 2017, de la liste européenne LREM soutenue par le MoDem en 2019, Renaissance. tout à fait, qui était menée par Nathalie Loiseau. Et puis ensuite, le vote de la liste LREM au municipal à Nantes en 2020. On observe bien cette très forte droitisation en fait, de La République En Marche. On voit que dans cet espace électoral, ça se rapproche des bureaux de vote où François Fillon recueillait ses meilleurs scores. Et on voit aussi que les catégories d'alignement sociologique entre le vote Macron puis LREM entre 2017 et 2009, le poids du vote en 2019 se rapproche du monde des gros indépendants, des cadres, etc., et baisse avec toutes les catégories intermédiaires qui étaient présentes en 2017.